Bien, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à l'Académie pour cette invitation renouvelée, puisque ça fait déjà maintenant presque un début de tradition qui consiste à amener le prix Mestat et son équipe dans les lieux pour pouvoir présenter le résultat, ou en tout cas certains des résultats de cette année-ci. Donc je suis Sébastien Van Rouwenbroek, je suis professeur à l'UC Louvain, ici sur le site de Saint-Louis, Bruxelles, et je préside le jury d'attribution du prix Mestat. J'en ai fait partie au préalable comme simple membre. Je succède à François Stulkens dans la mission et je vous présente aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, une partie de nos résultats, en ce sens que l'Académie nous ouvre ses portes pour permettre aux deux lauréats du prix doctorat de ce prix Mestat de venir présenter leurs travaux. Alors quelques mots tout d'abord sur le prix Mestat. Ce prix a été créé il y a quelques années, de cela maintenant 5 ou 6 ans, et vise à récompenser un travail de fin d'études considéré comme particulièrement pertinent pour la problématique de l'enseignement de manière générale. Un travail, ou plus exactement des travaux de fin d'études, puisqu'il y a un prix octroyé au meilleur travail de fin d'études au niveau bac de premier cycle, un prix octroyé au meilleur travail de fin d'études au niveau master, un prix au niveau doctorat et depuis l'année passée également un prix pour les étudiants qui sont en reprise d'études en horaire décalé. Un ou plusieurs prix d'ailleurs, parce qu'il arrive que face à l'excellente qualité des candidates, on ne sache finalement pas les départager, ce qui est arrivé cette année-ci. Alors je vous présente aujourd'hui ce prix. Il faut savoir qu'il y a toute une équipe, il y a tout un jury derrière cette présentation, des personnes qui ont consacré beaucoup de temps, beaucoup de talent à nos délibérations, parce que les candidatures sont nombreuses, et donc je les représente un peu aujourd'hui. Je les remercie encore de leur travail. Ce jury, c'est un lieu d'échange interdisciplinaire tout à fait enrichissant pour nous. Les perspectives se croisent, sciences et technologies, sciences de la santé, sciences humaines, autour d'un objet. Nous discutons des qualités scientifiques des travaux, nous discutons aussi de sujets beaucoup plus fondamentaux sur ce qui importe aujourd'hui dans les sujets sociétalement connectés à celui de l'enseignement. Donc c'est un plaisir de pouvoir le représenter et c'est un plaisir de pouvoir présenter ces prix. Aujourd'hui, Madame Audrey Rançon, qui va nous présenter sa thèse de doctorat qui a été primée sur le sujet « Débattre ou ne pas débattre, telle est la question ». Il y a un sous-titre comme à toutes les bonnes thèses, mais je vous l'épargne. Thèse de doctorat qui a été présentée à l'Université de Liège avec succès et qui a récolté les succès auprès de notre jury. Une autre présentation aura lieu dans une semaine, je pense. C'est ça, Monsieur Van Holland, docteur cette fois-ci à l'Université de Namur, dans une toute autre discipline, et il viendra quant à lui présenter ses travaux. Donc le 28, je pense que c'est jeudi prochain. Voilà, donc je vous remercie vraiment de votre présence pour écouter ces travaux. Je trouve que c'est très important que ce qui se fait de très bien dans notre enseignement supérieur, et il y en a beaucoup, reçoivent un maximum d'échos. Les échos sont donnés par le journal Le Soir, qui est notre partenaire. Les échos, nous les obtenons maintenant aussi au Parlement, puisque nous sommes invités à présenter les travaux, et nous les recevons ici. Grand merci au travers de cette présentation. Madame Rançon, je vous laisse la parole. Merci. Oups, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la méthodologie, mais également les résultats de ma recherche doctorale. Donc, j'ai intitulé la présentation d'aujourd'hui « Débattre ou ne pas débattre ». Telle est la question. Et pour commencer, je vais faire appel à vos souvenirs. Essayez un instant de vous replonger dans le passé. Vous êtes maintenant, à nouveau, en classe d'anglais, de néerlandais ou d'allemand dans votre ancienne école secondaire. Alors certains d'entre vous ont, j'espère, de bons souvenirs de ces moments. D'autres, en revanche, préfèrent peut-être ne pas prolonger ce voyage dans le passé. Une remarque que l'on entend très souvent à l'égard des cours de langue dans le secondaire est la suivante. J'ai fait 6 ans d'anglais, j'ai fait 6 ans de néerlandais et je ne sais toujours pas parler la langue. Le problème de l'efficacité des cours de langue étrangère est au cœur des débats sur l'enseignement.
Et justement, en parlant de débat, c'est l'objet même de ma recherche. En effet, dans mon travail, je pose 2 hypothèses principales de recherche. La première, l'enseignement des genres textuels, et plus précisément du débat, présente une plus-value pour l'enseignement des langues étrangères. Alors, le genre textuel, c'est la grande famille dont fait partie le débat, mais aussi l'entretien d'embauche, la lettre de motivation, l'exposé, la publicité et tant d'autres. En d'autres termes, il s'agit de regroupements de productions langagières relativement stables qui s'inscrivent dans une société, une culture et une époque donnée. Ma deuxième hypothèse est qu'un enseignement explicite du débat est plus efficace qu'un enseignement implicite, car les composantes, justement parce qu'elles sont explicitées, peuvent alors être mobilisées ultérieurement par les élèves. Le débat public régulé est défini comme suit par Dulles et Genevely. Alors vous le savez, un débat porte toujours sur une question controversée et fait intervenir plusieurs partenaires qui expriment leurs opinions dans le but de modifier celles des autres tout en ajustant les leurs. Éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, on peut imaginer la construction d'une réponse commune à la question initiale et on l'appelle régulée lorsqu'un modérateur gère et structure le bon déroulement du débat. Il m'a paru nécessaire de préciser mon objet de recherche en y ajoutant la notion de société. Cette notion, ajoutée au genre textuel du débat public régulé, exclut donc les débats publics régulés exclusivement politiques, littéraires ou encore sportifs. Dans le cadre de l'expérimentation prévue, ces types de débats me semblaient trop spécifiques, orientés, complexes pour des apprenants de langue étrangère du niveau secondaire. J'estime que ces débats auraient plus difficilement permis aux élèves de formuler des opinions variées et nuancées, surtout dans le contexte d'apprentissage d'une langue étrangère. Il a donc été décidé, et ce dès le départ de la recherche, d'orienter l'étude vers un genre textuel scolaire, réalisable, émancipateur et porteur d'une réelle plus-value pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc le débat de société publique régulée, je l'appellerai le DSPR lors de cette présentation, est apparu comme un type de débat favorable à une expérimentation en milieu scolaire. Alors, pourquoi avoir choisi de travailler sur le débat de société publique régulée ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il s'agit d'un genre textuel extrêmement riche sur le plan linguistique. Il se situe au niveau le plus élevé de l'interaction orale, puisqu'il cible prioritairement l'argumentation, mais qu'il peut aussi comporter des dimensions descriptives, narratives, incitatives, voire injonctives. Il est essentiel dans la formation des élèves, dans la mesure où il permet de développer l'écoute de l'opinion d'autrui et la tolérance. Il est également omniprésent dans notre société. Il s'agit en réalité d'une tâche authentique. En effet, nous sommes constamment engagés dans des tentatives de persuasion pour influencer la décision d'autres personnes. Et comme le soutiennent Snyder et Schneurer, inciter au changement d'une façon ou d'une autre est le fondement même de la nature humaine. Il existe de nombreux apprentissages linguistiques liés à la pratique du débat en classe de langue étrangère. Maîtriser de nouveaux termes, de nouvelles fonctions langagières, comment construire un argument. Mais également de nombreux apprentissages transversaux, faire des recherches, sélectionner des sources fiables, prendre des décisions, gérer son stress. Mais aussi et surtout, l'enseignement du débat permet de développer la confiance en soi, l'esprit critique et les capacités de communication des élèves. Pour valider ou invalider mon hypothèse générale, j'ai travaillé en 3 temps. Tout d'abord, j'ai réalisé un état de la littérature sur mes 3 concepts clés, donc le genre textuel, le débat de société publique régulée et les approches explicites et implicites de son enseignement. Après cette analyse de la littérature, je me suis intéressée aux pratiques déclarées et prescrites. J'ai donc analysé les prescrits légaux de langue étrangère en Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai réalisé une enquête en ligne à destination des enseignants et j'ai mené des entretiens avec l'ensemble des inspecteurs de langue étrangère en Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, j'ai conçu et mené une expérimentation sur l'enseignement du débat. En ce qui concerne le genre textuel, l'état de la recherche a témoigné de l'existence d'une nébuleuse constituée de différentes définitions du genre textuel, même si elle recouvre parfois certaines notions similaires. De plus, j'ai constaté qu'il n'existe pas dans la littérature scientifique de consensus sur une plus grande efficacité d'un enseignement explicite plutôt que d'un enseignement implicite des genres textuels. J'ai également analysé le genre textuel du débat, j'ai parcouru la littérature francophone et anglophone en me penchant plus précisément sur le DSPR comme vous le savez. J'ai parcouru la littérature relative aux approches explicites et implicites et j'en détaillerai les grandes lignes dans quelques minutes en lien avec l'expérimentation de terrain.
j'ai analysé le DSPR dans les pratiques sociales de référence, en transcrivant des débats anglophones et en étudiant certains phénomènes linguistiques afin de mieux saisir l'objet de recherche et de cerner les éventuelles transpositions didactiques à effectuer avant son introduction en milieu scolaire. En effet, afin de permettre un enseignement du DSPR, encore faut-il savoir de quel DSPR, de quel débat on souhaite s'inspirer. Il m'a donc paru important d'analyser les pratiques sociales de référence pour questionner, et je paraphrase ici Martinan, les activités scolaires en les comparant avec les réalités qu'elles ont pour but de faire découvrir, voire d'imiter. La pratique sociale que j'ai analysée est le débat de société publique régulée britannique que l'on retrouve en ligne. Et je vous présente aujourd'hui l'analyse des éléments suivants. Les marqueurs linguistiques de l'opinion, de l'accord, du désaccord, les procédés de réfutation et de reformulation. Le marqueur linguistique de l'opinion le plus utilisé dans les DSPR visionnés est « I think ». En effet, les divers débatteurs l'utilisent régulièrement et certains l'utilisent comme marqueur exclusif de leur opinion. Notons ici la pauvreté lexicale des pratiques sociales de référence analysées par rapport à la variété linguistique souvent exigée des enseignants de langue étrangère en classe. Ce contraste sera discuté d'ici peu en lien avec les processus de didactisation ascendante. Les marqueurs linguistiques de l'accord sont plus rares que les marqueurs linguistiques du désaccord, étant donné que l'essence même du débat est la présence d'un désaccord et non d'un accord. Toutefois, l'on retrouve certaines formules d'accord dans deux cas différents. Lorsqu'un débatteur souhaite exprimer son soutien à un débatteur de sa propre équipe, ou lorsqu'un débatteur utilise l'accord comme stratégie qui précède l'expression d'un désaccord. Pour que les désaccords fonctionnent, non pas comme un obstacle, mais comme un moteur au débat, celui-ci doit pouvoir être exprimé clairement. Dans les différents DSPR visionnés en ligne, les débatteurs marquent le plus souvent leur désaccord par l'expression « I disagree » ou « I don't agree ». Toutefois, lorsqu'ils prennent la parole pour la première fois et qu'ils doivent notifier leur désaccord à leur adversaire, nous remarquons alors l'utilisation de formules linguistiques d'expression plus construites, comme « I disagree entirely and actually think that ». Le non-verbal, haussement d'épaules, de sourcils, hochement de tête pour acquiescer ou pour désapprouver, est également tout particulièrement présent dans les différents débats analysés. Selon Charodeau, la réfutation procède d'un mouvement argumentatif qui consiste à démontrer qu'une thèse est fausse. La réfutation sera alors souvent construite comme suit. X est faux parce que Y est vrai. Il s'agit, selon Dulles et Schnevely, du mécanisme clé du débat, car c'est à travers elle que les arguments seront réellement mis en discussion, seront débattus. Les chercheurs précisent qu'il peut être efficace de procéder en deux temps. Exprimer d'abord un certain accord avec l'interlocuteur pour ensuite mieux marquer son désaccord. Dans les divers débats visionnés, nous avons pu trouver des exemples qui suivent ce procédé. En effet, les constructions linguistiques suivantes I fully agree with you on that last point, but, ou encore you're right on, but, sont des constructions qui permettent dans un premier temps de marquer l'accord avec l'interlocuteur, accord qui s'avère n'être que partiel et qui fait donc fonction de prémisse à la réfutation. Une réfutation peut aussi être construite pour indiquer des incohérences dans l'argument de l'opposition et déconstruire ainsi sa validité. C'est ce que Snyder et Schnerer nomment l'argument challenge. Un interlocuteur peut reformuler ses propres paroles afin d'assurer la compréhension. Il est également possible qu'un débatteur reformule les paroles d'un autre débatteur et y ajoute parfois un peu de sa propre pensée. Il marque ainsi l'intercompréhension. Un débatteur peut également reformuler les propos d'un autre débatteur afin de les lier à son opinion et renverser ainsi son argumentation. Par exemple, un intervenant, on va l'appeler intervenant numéro 2, reprendrait les propos de l'intervenant numéro 1 en les liant à son argumentation grâce à la formule « You are saying that, so you are agreeing with what I am saying ». Il suggère l'idée selon laquelle les propos de l'adversaire ne seraient en fait pas si différents des siens et que ce dernier est donc en réalité en accord avec son opinion. Cet intervenant numéro 2 veille à ne pas répéter l'intégralité des phrases prononcées dans leur contexte d'origine et opère dès lors une sélection dans le discours de l'intervenant 1. Ce type de reformulation vise à discréditer et à déstabiliser l'adversaire aux yeux du public.
C'est en visionnant de nombreux débats anglophones en ligne afin de procéder à cette analyse linguistique que j'ai découvert le Oxford Style Debate, format de débat extrêmement codifié qui m'a inspiré lors de la création des séquences de cours sur le débat. Dolce Schnevely estime que les formes caricaturales de modèles télévisés ne doivent pas être enseignées telles quelles. Les chercheurs qualifient ce modèle de belliqueux, car souvent les intervenants tentent par tous les moyens d'imposer leur point de vue, de désarçonner leur adversaire par des coups d'éclat, de théâtralisation, des demi- et des contre-vérités. Les chercheurs déclarent alors que s'il s'agit bel et bien d'une pratique sociale courante, elle ne doit en aucun cas servir de modèle didactique. En effet, il est bon que les élèves connaissent les mécanismes de ces variantes du débat pour en être le moins possible victimes, mais il est peu judicieux d'en faire un objet d'enseignement. Bien loin de ce modèle belliqueux, le format Oxford Style présente un caractère équitable, grâce aux tours de parole extrêmement régulés et au temps de parole identique pour chaque intervenant. Il présente également un caractère structurel très codifié. Les tours de parole sont établis en amont et ne varient jamais. Les rôles de chaque participant sont également clarifiés dès le départ et la structure de l'argumentation est imposée. Enfin, la mise en pratique d'un débat du type Oxford Style ne laisse pas place à des dérives, comme notamment la prise de parole impromptue, l'interruption, le non-respect de la parole d'un autre intervenant. Les débats sont présentés par un modérateur et comptent deux équipes. L'équipe en faveur de la question représente la proposition et l'équipe en défaveur représente l'opposition. Traditionnellement, chaque équipe a 3 opportunités de plaider sa cause, grâce à un premier débatteur, un second et enfin un troisième qui a pour tâche de résumer les arguments précédemment exposés. Ces débatteurs suivent un schéma de débat très précis et imposé. Introduction, réfutation et conclusion. Chacun doit commencer par une affirmation qui résume sa position. Ensuite, il doit exposer ses arguments durant 3 minutes. Ces arguments peuvent être préparés ou rédigés au fur et à mesure du débat. À tout moment, le modérateur peut poser des questions aux différents débatteurs afin de clarifier un point précis. Et une fois que les 2 premiers débatteurs ont explicité leur argument, le troisième dispose lui aussi également de 3 minutes afin de récapituler les interventions de son équipe. Le public peut prendre part au débat durant différents moments codifiés et annoncés par le modérateur, mais il doit uniquement s'adresser à lui et non directement au débatteur. Le modérateur regroupe alors les interventions d'un intérêt particulier pour le débat et les pose aux débatteurs des 2 équipes. Cette variante du débat permet de réguler les échanges, de respecter les tours de parole, d'écouter l'autre, de comprendre les positions d'autrui et d'exprimer sa propre opinion en prenant appui sur celle d'un autre intervenant ou en s'y opposant. S'il est vrai que cette variante didactique est davantage structurée que les débats informels et quotidiens, auxquels les élèves pourraient prendre part en dehors du domaine scolaire, il est aussi vrai que le rôle de l'école est d'amener les élèves à dépasser les formes de production orale quotidienne et à les confronter à d'autres formes plus institutionnelles. La variante didactique que nous proposons afin d'enseigner le débat dans les écoles secondaires reprend donc les pratiques sociales de référence, mais les scolarise, afin de ne pas reproduire, par exemple, certains écueils de ces débats, comme par exemple le haussement de ton. Le Oxford Style Debate présente des qualités structurelles, argumentatives et de l'ordre du savoir-vivre qui en font, selon nous, un excellent outil à scolariser. De plus, l'enseignement de ce type de débat, réellement ancré dans la culture anglo-saxonne, permet également la transmission d'une dimension culturelle authentique. Martinand établit que lorsqu'une pratique sociale de référence devient objet d'enseignement, elle doit donc être transposée à l'école. Ainsi, le chercheur note que la pratique telle qu'elle est réalisée en dehors de l'école ne peut être enseignée sans avoir recours à une transposition didactique. Voici le schéma créé par Simons à propos des processus de didactisation ascendante et descendante des pratiques sociales de référence. L'hypothèse présentée revient à affirmer que l'ensemble des paramètres des pratiques sociales de référence ne sont pas toujours transposables dans le contexte scolaire. Selon le chercheur, il faut donc procéder soit à une simplification des pratiques, soit à une complexification de celles-ci. Le processus de simplification, de didactisation descendante équivaudrait par exemple, dans le cas de l'Oxford Style Debate, à l'assouplissement de certaines règles, jugées trop complexes pour le niveau des élèves. Par exemple, les fonctions des débatteurs pourraient être redéfinies, le timing de leur argumentation revu à la baisse, et on pourrait même imaginer la suppression
du rôle du troisième débatteur qui doit résumer les interventions précédentes. Il existe également un processus de complexification, de didactisation ascendante, lorsque notamment la pratique sociale de référence est trop pauvre sur le plan linguistique. Comme évoqué tout à l'heure, dans certains débats analysés, nous avons pu remarquer une utilisation exclusive de la formule « I think » chez les débatteurs quand ils expriment leur opinion. Or, il n'est pas rare qu'en classe de langue étrangère, l'enseignant demande aux élèves d'utiliser un maximum de formulations différentes pour exprimer leur point de vue. Nous en voulons pour preuve diverses grilles d'évaluation et diverses préparations d'activités très variées que nous avons recueillies auprès d'enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles et que nous avons analysées. Nous posons ici l'hypothèse que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas un cas à part et que beaucoup d'enseignants dans d'autres pays pratiquent cette complexification afin de fournir aux élèves de plus nombreux exemples de la fonction langagière et d'enrichir bien évidemment la connaissance linguistique des élèves. La complexification scolaire des pratiques n'est pas forcément que linguistique, mais peut également se retrouver au niveau des valeurs sollicitées durant le débat. En effet, celles-ci sont plus souvent exigeantes, respect des tours de parole, écoute de l'opinion d'autrui, politesse dans le milieu scolaire que dans les pratiques sociales de référence. Le procédé de complexification est dès lors un moyen d'éviter la reproduction de certaines pratiques sociales courantes qui ne doivent pas servir de modèle didactique. À ce stade, nous remarquons que le genre textuel semble devoir passer par 3 étapes avant de devenir objet d'enseignement. Une analyse des pratiques sociales de référence, une réflexion sur le type de format, de modèle propice à un enseignement du genre en question, et une transposition didactique comprenant des processus de simplification et de complexification de la pratique. Une autre partie de la recherche s'intéressait à l'analyse des prescrits de langue étrangère en Belgique francophone. Celle-ci a démontré la quasi-absence du vocable genre textuel. Pourtant, dans les divers documents consultés, nombre d'exemples de genre textuel sont référencés dans les productions attendues. On y retrouve la lettre de motivation, l'annonce ou encore le tutoriel. Mais la notion même de genre textuel n'est ni évoquée ni explicitée. Le débat, quant à lui, n'est pas explicitement présent dans nos prescrits. Pour la totalité des inspecteurs, l'étude des genres textuels fait sens pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Et en ce qui concerne l'approche à privilégier, ils sont une majorité à insister sur l'importance d'une variété pédagogique. Ils estiment donc qu'il est nécessaire qu'un professeur de langue étrangère alterne entre une méthodologie, un enseignement purement explicite et une approche implicite. L'ensemble des inspecteurs de langue germanique déclarent également que la pratique du débat est courante chez les enseignants de langue étrangère. Pourtant, une grande partie d'entre eux estiment que cet exercice n'est pas suffisamment exploité et n'apporte dès lors que très peu de plus-value au cours. Après avoir recueilli ces différentes données, il m'a semblé important d'analyser les pratiques de terrain. Que font concrètement les enseignants en classe de langue étrangère? J'ai donc construit une enquête en ligne afin de recueillir des données déclaratives sur l'enseignement des genres textuels et plus particulièrement sur l'enseignement du débat chez les enseignants de langue étrangère, de toutes les langues étrangères en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette enquête a généré 571 réponses complètes qui ont donc été analysées. L'enquête a révélé que l'enseignement du genre textuel est une pratique didactique courante en classe de langue étrangère. En effet, 85% des répondants déclarent enseigner les genres textuels en classe. Aussi, ils sont 59% à pratiquer régulièrement le débat. Néanmoins, il apparaît que les enseignants n'enseignent en fait que peu le débat. Le plus souvent, ils l'exploitent en tâche finale, sans aucun traitement didactique préalable. Ils vont par exemple construire toute une séquence de cours sur le réchauffement climatique. Et à la fin des différentes leçons, demander aux élèves de débattre sur cette thématique. Mais organiser un débat en fin de séquence, sans avoir au préalable explicité et exercer les ressources génériques que ce genre textuel mobilise. Comment construire un argument? Quels sont les codes et les valeurs du débat? Que doit faire un modérateur? Eh bien, c'est présupposer que tous les élèves d'une même classe savent forcément déjà comment participer à un débat. Cela équivaut à tendre vers un enseignement inéquitable. En quelque sorte, l'enseignement du débat, il est utilisé comme prétexte à un autre enseignement, celui d'une thématique lexicale, d'un point de grammaire ou encore de fonctions langagières. Voici un mind map qui présente de manière synthétique ce qu'un débat mobilise potentiellement comme compétence. Alors vous pouvez le remarquer, évidemment, la compétence linguistique est essentielle. Le lexique, la grammaire, les fonctions langagières, les stratégies linguistiques
Comment demander à quelqu'un de répéter, de clarifier son débit, de clarifier son propos, de modifier sa rapidité de prise de parole? Toutefois, comme vous pouvez le remarquer, la dimension générique ne comporte pas uniquement des aspects strictement linguistiques. Il existe aussi un système de valeurs fondamentales qui préside au bon déroulement du débat. L'écoute de l'autre, le respect des opinions, la prise de parole, et puis bien entendu la compétence argumentative, la quantité, mais aussi et surtout la qualité des arguments. Sont-ils cohérents, pertinents, bien illustrés? Il faut aussi prendre en compte tout un travail réalisé en amont pour préparer le débat, sans oublier un système langagier non verbal qui intervient également. Et vu qu'aucune formation ne les y prépare, les enseignants n'identifient pas toujours l'ensemble des ressources mobilisées pour la réalisation d'un débat en tâche finale, donc ils n'explicitent ni n'exercent ces ressources, et tendent donc vers un enseignement inéquitable. L'idée d'une expérimentation de terrain visait donc à élaborer toute une série de leçons qui regrouperaient de nombreuses ressources mobilisées par le DSPR et qui permettraient donc de traiter la dimension générique dans son ensemble. La séquence expérimentale créée était donc axée sur la structure du débat, la construction des arguments, les rôles du modérateur, mais également les rôles des participants, les règles, les valeurs du débat, les stratégies linguistiques, les fonctions langagières, le lexique thématique et le langage non verbal. L'ingénierie didactique proposait 8 leçons et avait pour thématique la technologie, avec la question de débat suivante: Is online learning as good as face-to-face learning? La séquence prévoyait durant les débats la technique Dool. Il s'agit d'un dispositif d'observation et d'optimisation de l'oral en classe de langue étrangère. Ce dispositif propose diverses tâches d'écoute à réaliser pendant les interactions orales. Dès lors, l'ensemble des élèves de la classe est actif. Les élèves qui ne prennent pas part au débat sont placés de part et d'autre du débat et observent celui-ci. Ils réalisent toute une série de tâches d'observation. Ils peuvent par exemple prendre des notes et évaluer un participant en fonction de différents critères, comme son débit, la variété des expressions qu'il utilise ou encore la construction des arguments. L'ingénierie didactique était ensuite adaptée aux 2 variables que je souhaitais tester, à savoir la variable explicite et la variable implicite. Pour la séquence explicite, il fallait notamment rendre les objectifs clairs, ainsi que les objectifs de la séquence, de la production finale. Montrer aux élèves ce qu'ils font faire, les accompagner en pratique guidée, afin qu'ils s'exercent et qu'ils soient alors à leur tour capables de réaliser la tâche en pratique autonome. Et également vérifier régulièrement la compréhension. Pour la séquence implicite, par contre, il fallait permettre aux élèves d'acquérir des savoirs sans le vouloir, sans en être conscient. Mettre en œuvre un apprentissage incident et proposer un réemploi automatisé des acquis. Pour ce faire, proposer de nombreuses tâches d'imitation. Ces 2 séquences de cours ont été mises en pratique par 5 enseignants partenaires dans 5 établissements différents en province de Liège. Une enseignante a souhaité tester les 2 approches, donc au total, 3 classes du 3e degré de l'enseignement secondaire ont testé la séquence de cours explicite et 3 autres classes la séquence de cours implicite. Au total, 118 élèves ont pris part à cette expérimentation. Des pré-tests permettaient de mesurer le niveau des élèves avant tout traitement didactique. Ensuite, après avoir suivi la séquence de cours, des post-tests à court terme mesuraient leur progrès. Ces pré-tests et post-tests portaient à la fois sur le lexique et sur l'interaction orale, donc sur le déroulement du débat proprement dit. Je suis ensuite retournée dans les différents établissements de 2 à 3 mois après le traitement didactique pour faire passer aux élèves des post-tests, mais cette fois à moyen terme. Et tout au long du processus expérimental, les élèves comme les enseignants partenaires ont partagé leur opinion sur le dispositif via des questionnaires et des entretiens individuels. Alors voici les résultats aux tests de lexique et d'interaction orale. Les pourcentages indiqués sont les pourcentages d'échecs en pré-test, en post-test à court terme et en post-test à moyen terme. On remarque une amélioration plus importante lorsque l'enseignement est explicite, que ce soit au niveau du test de lexique ou au niveau du test d'interaction orale. En effet, vous pouvez remarquer que les élèves qui ont testé l'approche explicite obtiennent un pourcentage d'échecs nettement inférieur à la moyenne lors des phases de post-test à court terme et à moyen terme, ce qui n'est pas le cas des élèves qui ont testé l'approche implicite. Ces derniers conservent tout au long de l'expérimentation un taux d'échec élevé, supérieur à la moyenne.
Des analyses de statistiques inférentielles ont montré que la différence des résultats entre pré-test et post-test n'est pas due au hasard et qu'il y a bien une relation forte de cause à effet entre les résultats des élèves et l'enseignement dispensé. De plus, elles montrent qu'il existe une différence importante entre le résultat de l'enseignement explicite et implicite. Ces analyses complémentaires soutiennent donc les résultats précédemment énoncés. Un enseignement explicite du DSPR est plus efficace qu'un enseignement implicite. Dans le cadre d'une recherche à plus long terme, cette fois sur les effets du dispositif expérimental, j'ai réalisé des entretiens avec la totalité des enseignants partenaires 3 ans après l'expérimentation dans leur classe. Force est de constater que 3 ans après ce dispositif, la totalité des enseignants semble avoir tout particulièrement adhéré à cette innovation pédagogique. En effet, ils continuent tous à enseigner la séquence sur le débat de société publique régulée. Les 2 enseignants qui ont uniquement testé la séquence explicite ont déclaré continuer l'enseignement de celle-ci telle qu'elle. Les 2 enseignants qui ont testé la séquence de cours implicite m'ont demandé de leur fournir la séquence de cours explicite afin qu'ils puissent créer une sorte de séquence hybride qui regrouperait certaines activités de la séquence explicite et d'autres activités de la séquence implicite. Enfin, l'enseignante numéro 3, qui a testé les 2 approches, a également fait le choix d'un enseignement hybride. On remarque donc à ce stade une forte réappropriation des outils expérimentaux par les enseignants partenaires. Ces enseignants ont également exprimé leur opinion sur les raisons qui les ont motivés à maintenir cet enseignement du débat. La totalité des enseignants ont noté un grand intérêt pour les échanges que nous avons pu avoir avec eux durant les leçons et pour les conseils que nous leur avons fournis. Il semble donc que notre présence en classe, que les observations de leurs pratiques et que les échanges avant, pendant et après l'expérimentation aient consolidé l'idée de l'importance d'enseigner aux élèves à débattre en anglais. Ensuite, les enseignants soulignent également l'aspect très motivant d'avoir eu accès à des outils didactiques déjà prêts à l'emploi. En effet, ceux-ci rendent le processus d'expérimentation attrayant et moins développé, en tout cas moins éloigné de leur zone proximale de développement, contrairement à un processus de co-construction qui est extrêmement chronophage pour les enseignants. 4 enseignants sur 5 ont également mentionné leur envie de changement, de nouveauté au sein du cours de langue étrangère et leur intérêt pour l'innovation pédagogique que représente l'enseignement de l'argumentation via le débat en classe d'anglais. En conclusion, la séquence expérimentale a convaincu nos 5 enseignants partenaires. Ils continuent encore aujourd'hui à enseigner le débat en classe. Il semble donc que ce dispositif expérimental que nous leur avons fourni clé en main puisse être un réel moteur de changement des pratiques enseignantes lorsqu'on le considère non pas comme un processus figé, mais comme un processus en perpétuel développement, source d'échanges, source de questionnement, mais aussi d'ajustement des outils didactiques. Alors je vous propose à présent d'explorer le champ des possibles relatifs à une meilleure intégration des genres textuels et donc du débat dans les pratiques enseignantes. Pour ce faire, il me semble que 4 leviers principaux doivent être activés. Tout d'abord, les prescrits légaux devraient mentionner les genres textuels, les développer et proposer des pistes didactiques claires pour leur enseignement. Ensuite, il faudrait développer des supports, des outils didactiques. Il faudrait également que la formation initiale et la formation continue intègrent la notion de genre textuel, de débat, et propose des dispositifs concrets à mettre en pratique en classe. Enfin, le monde de la recherche a également un rôle important à jouer dans l'implantation des genres textuels en milieu scolaire, via notamment une communication vulgarisée et systématique, des expérimentations menées et des résultats observés. Alors concrètement, j'ai imaginé 2 dispositifs sur l'enseignement du débat, un pour la formation initiale et un pour la formation continue. Ces outils pourraient servir aux formateurs des futurs enseignants ou des enseignants déjà en place, car il offre l'opportunité, surtout dans le cadre de la formation continue, de créer une communauté d'enseignants-chercheurs et de jeter des ponts entre la recherche et le terrain. D'ailleurs, l'hypothèse suivante peut être posée. Si les futurs enseignants sont formés explicitement aux ressources linguistiques et génériques mobilisées par la réalisation d'un débat, alors à leur tour, dans leur propre pratique didactique, ils expliciteront davantage les codes et les ressources propres à l'enseignement du débat. Notre recherche doctorale a permis de créer un pont entre la recherche sur les genres textuels et le monde scolaire, notamment grâce au contact que nous avons toujours à l'heure actuelle avec les enseignants partenaires qui ont testé notre dispositif expérimental.
Ainsi, certains d'entre eux nous donnent régulièrement des nouvelles sur les adaptations qu'ils ont réalisées à partir de notre séquence et ils nous informent sur la diffusion de notre projet dans leur établissement. Certains enseignants partenaires sont devenus de réels passeurs de savoir et ils transmettent maintenant à leur tour, à leurs collègues, l'envie de travailler sur le débat via la séquence expérimentale, adaptée ou non d'ailleurs par leurs soins. Il est maintenant de notre responsabilité de veiller à la consolidation, j'y arriverai, à consolider donc ce pont et à en bâtir d'autres. Enseigner l'oral, développer l'écoute des élèves, développer leur pensée critique, encourager la prise de parole, permettre le développement identitaire, créer une atmosphère motivante, construire un savoir qui peut être transféré à d'autres disciplines et à d'autres situations, mobiliser de nombreuses compétences transversales et linguistiques, redynamiser le cours de langue étrangère. Oui, il faut débattre. Le débat est un outil important, outil d'émancipation sociale qui représente une réelle plus-value au cours de langue étrangère. Alors, je souhaitais conclure par des citations de chercheurs, d'éminents experts du débat, mais j'ai pensé que pour clore cette présentation de ma recherche doctorale, il serait peut-être tout aussi pertinent de proposer d'autres voies. La voix des élèves qui ont pris part à l'expérimentation. J'ai donc repris quelques commentaires laissés par les élèves en post-test dans le questionnaire relatif à leur avis sur la séquence. Voici ce qu'ils en disent. Ça casse le schéma du cours de langue étrangère que l'on suit. Depuis 6 ans, j'ai aimé le fait d'être au centre du cours. J'ai aimé le fait d'apprendre quelque chose qui est utile, autant en français qu'en anglais. Ça permet de nous rendre plus à l'aise en public en parlant, d'apprendre du vocabulaire, de la grammaire. Ça donne envie de continuer à discuter en anglais. J'ai appris à débattre avec plusieurs personnes différentes, à m'adapter. J'ai développé mon sens de l'improvisation. C'est aussi un cours qui nous permet d'être plus en confiance car cela représente une discussion en anglais en situation réelle. Cela donne un coup d'air frais. On devrait faire des débats plus souvent. J'ai appris beaucoup de choses. Ça a été bénéfique pour la prise de parole en public. Et niveau vocabulaire aussi, c'était très utile. Alors, je précise que les élèves n'étaient pas sous la contrainte lorsqu'ils ont rédigé leurs commentaires. D'ailleurs, d'autres répondants ont émis des réserves sur cet exercice d'interaction orale. Mais pour plus de 97% des élèves qui ont pris part à l'expérimentation et pour la totalité des enseignants partenaires, la plus-value de l'enseignement du débat en classe de langue étrangère ne fait tout simplement pas débat. Merci de votre attention. Merci à vous, merci beaucoup.